Pistonner, l'émission qui n'a pas besoin d'être vegan pour manger la concurrence. On est de retour comme chaque mercredi après chaque week-end de Grand Prix. Et on voulait vous dire d'ailleurs un grand merci pour tous ces beaux chiffres de cet été et surtout pour vos petits messages. On a appris la semaine dernière qu'on était suivis au Sénégal, en Pologne, au Québec, en Belgique, en Suisse, bref, un petit peu partout dans le monde. Et ça fait plaisir. Les amis sont autour de moi, les pistonnés bien sûr qui nous rejoignent pour une semaine en plus avec monsieur Del Piero, comme certains l'appellent, paraît-il. Comment ça va, mon Pierrot? Bah écoute, ça va très bien. On a regardé le Grand Prix ensemble hier, encore une fois. On s'est bien marré, malgré une course un petit peu, j'allais dire chiante, mais ça, on va en reparler tout de suite dans les 4 enseignements. Et le petit peu était bien sûr de trop. Monsieur Hamza Ramani, nouvelle coupe, nouvel homme, nouvelle vie. Et ravi de t'avoir avec nous encore une fois. Alors, nouvelle coupe, nouvelle vie, je sais pas. Mais bonjour à tous. Et puis, il rentre de vacances. Monsieur Brice Germain est avec nous aujourd'hui en plateau. T'aurais pas piqué le sweat de monsieur Esteban Ocon, non, par hasard? Bah écoute, je m'en suis rendu compte qu'après. Et c'est dommage parce que je suis pas un grand fervent supporter de Renault. Mais bon, je vais essayer de porter les couleurs nationales aujourd'hui et les défendre. C'était bien les vacances? Ah bah c'est forcément bien, oui. C'était vraiment très bien, oui. Vous l'avez peut-être croisé d'ailleurs au bar de la Rascasse qui donnera un jour un débat dans cette émission, mais on ne posera pas bien sûr la question tout de suite. Allez, on regarde tout de suite le sommaire, si vous le voulez bien, de cette nouvelle émission, la 41e de l'histoire des pistonnets, avec le débrief d'un Grand Prix d'Espagne, placé sous le signe de l'ennui. Oui, l'ennui, on va le retrouver, ce sera un peu le thème de cette grande émission. Le décryptage avec le système de récupération d'énergie sur les moteurs depuis 2014, depuis le début de l'ère hybride. Et puis, ce débat et cette question volontairement un peu provoque. Mercedes peut-elle tuer la Formule 1? Parce que oui, on s'ennuie énormément et on va essayer même d'aller plus loin et de se poser la question de savoir est-ce que l'engagement de Mercedes peut être remis en cause dans les années à venir. On commence tout de suite avec le tour de chauffe avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, le week-end prochain, la semaine prochaine, en tout cas, il n'y aura pas d'émission des pistonnés. Par contre, nous aurons rendez-vous pour les 500 miles d'Indianapolis. Alors les amis, petit tour de table, je voulais vous demander de nous donner des raisons de regarder justement ces 500 miles d'Indianapolis dont les qualifications se sont déroulées, enfin pour le Fast Lap bien sûr, c'était dimanche dernier. Fernando Alonso. Fernando Alonso, le gars. Je trouvais que c'est une raison de ne pas regarder. Sur pilote Renault. Alors non, mais pour faire des petits chiffres quand même, il y a 8 anciens vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis, il y a Alonso, il y a quelques nouveaux qui peuvent aussi bien performer, puis ça reste l'une des 3 courses à regarder au moins une fois dans l'année avec le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans, qui arrivent d'ailleurs en septembre. Donc c'est l'un des plus beaux spectacles qu'on puisse avoir sur Terre. C'est de la ligne droite, c'est de la vitesse, et c'est beaucoup plus stratégique qu'on ne le pense que de tourner 4 fois en rond pendant 200 tours. Et c'est un vainqueur d'Indianapolis qui vous en parle, les amis, si vous le suivez bien sûr sur Internet. Est-ce que vous regarderez Indianapolis tous les deux? Bien sûr, et puis l'expérience me fait dire que c'est pas parce qu'on part 26e qu'on ne va pas forcément gagner. La dernière fois, il est parti combien? 28e et il a gagné les 500 miles. Tout est possible. Moi, j'y crois. En plus, c'est vrai qu'en termes de suspense, en termes de Formule 1, on n'a pas grand-chose cette année. Donc, quelque part, essayer d'aller vers une autre discipline, ça ne peut que vous faire du bien, les amis, parce qu'il devrait y avoir du spectacle quand même sur ces 500 miles. Et on attendra Simon Pagenaud, bien sûr, qui partira de loin, mais qui va tenter le tout, bien sûr, pour faire le back-to-back. Allez, les amis, on se projette sur ce qui était bien la 6e manche de ce championnat du monde 2020 de Formule 1. Ça se passait du côté de l'Espagne, du côté de la Catalogne, et on débriefe ça tout de suite. Le Grand Prix d'Espagne 2020, 6e manche du championnat du monde qui a vu la 88e victoire de Lewis Hamilton, mais surtout son 156e podium qui lui permet d'ailleurs de dépasser le record de Michael Schumacher. Max Verstappen s'est intercalé entre les deux Mercedes, 2 Racing Point dans le top 5 et des points encore pour notre Frenchie, monsieur Pierre Gasly, ce qui nous emmène tout de suite aux 4 enseignements de ce Grand Prix de Catalogne et d'Espagne. On va tout de suite les découvrir. Le flop Barcelone, il n'y aura pas de top flop cette semaine, mais il y aura bien un gros flop Barcelone, on était tous d'accord là-dessus. Sainz, Vettel, les caves se rebiffent. Stroll n'est pas qu'un pistonné, on va vous réexpliquer pourquoi aujourd'hui. Et puis surtout, Renault qui ne confirme pas son bon rythme du côté de Silverstone. On attaque tout de suite sur cette course d'ennui. Oui, quel dimanche d'ennui. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé, pour ne pas dire un mot un peu moins correct. Un long dimanche de procession, la pire note d'ailleurs Canal+, au niveau des abonnés cette saison, 9,7 sur 20. De l'endurance, personne à l'attaque, tout le monde était en train de préserver ses pneumatiques et ses montures. La pluie qui n'est jamais venue, qui a fait office de faux espoirs. Un monde aussi également entre les 3 premiers, les 2 Mercedes et Verstappen, et le reste du peloton qui n'a pas fini dans le même tour. Et puis cette question que j'ai envie de vous poser, faut-il en finir avec Barcelone, là où il est difficile de doubler, là où on a l'assurance bien sûr de l'emporter si on part en première ligne, là où il y a trop peu de spectacle, là où les pilotes connaissent bien trop ce tracé?
Bah écoute, le problème c'est que encore une fois on avait des voitures qui roulaient à 10 secondes de leur plein potentiel de qualification et ça c'est juste tout à fait inacceptable. Moi je trouve ça scandaleux personnellement. On fait les voitures les plus incroyables sur Terre et puis on se retrouve avec des mecs qui font des gros lift and coast, qui freinent tranquillement, voilà, qui font une balade le dimanche. Alors oui il faisait chaud mais du coup il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt. Après, le circuit de Barcelone est typé comme ça. Il y a plein de courbes rapides, il y a peu de grosses zones de freinage. Et pourtant, on a vu un Esteban Ocon quand même faire quelques beaux dépassements au premier freinage. Mais Albon aussi. Albon aussi, absolument. Ça commence. Non, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Mais derrière ça, moi, j'ai envie de vous dire, on a tapé sur le Castellet. Je pense qu'on peut autant taper sur Barcelone. Mais Barcelone, à un moment, faut arrêter les frais. Très honnêtement, faut arrêter les frais. C'est un super circuit d'essai parce que effectivement, c'est un circuit complet où tu peux. Mettons la pré-saison à Barcelone, 3 semaines si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais en championnat du monde de F1, c'est terminé. Franchement, c'est la dernière course spectaculaire qu'on a eue à Barcelone. C'est quelle année? J'ai envie de te dire 2016, et encore heureusement que les Mercedes se crachent. Les deux Mercedes C'est parce qu'il y a un événement de course qui ne devrait pas être là. Sinon, concrètement, Barcelone, c'est l'ennui. Là, honnêtement, j'avais de l'espoir parce que je me disais, mois d'août, non, avant même la pluie, mois d'août, la chaleur, c'est inédit. Playa, finalement, on connaît pas trop Barcelone sur cette période de l'année. Au final, non, c'était toujours aussi. En fait, chiant, tu peux le dire. Désespérant. Il y a aussi une autre donnée, après je te donne la parole mon petit Brice, mais en fait le truc c'est qu'on arrive de Silverstone avec plein de blistering etc. et on se dit là il va faire encore plus chaud, donc forcément ça va être une galère pour les pneus, donc on peut s'attendre à du spectacle et il s'est rien passé. Mais non, mais en fait c'est pas du tout le même type de tracé déjà, en termes d'usure de pneus, quand tu as Silverstone versus Barcelone, il y a quand même rien à voir. Après la grosse problématique, et ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle, les circuits d'essai, quand tu les mets sur le calendrier, ça fait toujours des flops totales. C'est-à-dire que le Castellet, Abu Dhabi, Barcelone, aujourd'hui, c'est 3 pistes d'essai, 3 pistes qui ne donnent pas de spectacle. Alors, certainement que les écuries connaissent bien trop en fait ces pistes, qu'elles ont tellement d'acquisitions de données sur ces pistes-là que finalement, derrière, les réglages sont trouvés très rapidement et que par conséquent, en fait, on a les performances normales des voitures et que il n'y a pas en fait de pilote qui fait vraiment de différence avec sa voiture parce que tout le monde a déjà ses données là-bas. Et du coup, c'est encore plus complexe d'avoir du spectacle dans une saison où déjà on n'a pas grand-chose. C'est important ce qu'il dit parce qu'en essai libre, finalement, tu as des pilotes qui font 10-15 tours par session. C'est la preuve que honnêtement, ça rime plus de rien d'aller à Barcelone. Et de mauvais augure par rapport à ce que tu disais précédemment sur les pistes d'essai, parce qu'on va retrouver aussi le Mugello et Portimao qui sont des pistes d'essai, bien sûr, à la base. Il y a de l'excitation. Oui, parce que ce sera une première. Ouais. Là, c'est sûr de se rassurer. Barcelone, ça y est, ça fait 20 ans qu'on s'ennuie. T'étais excité avant l'Inde, toi? Figure-toi que j'aimerais bien l'Inde. Mais bon, c'est un autre débat. On en a déjà parlé. On est tombé très bas. Tu posais une question tout à l'heure, je crois que c'était Hamza qui disait ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un beau Grand Prix du côté de l'Espagne? Regardez ce petit florilège de tweets. On a remonté le temps sur Twitter via le hashtag SpanishGP. On avait donc Folcroft qui nous dit à la queue leu ennui après le MotoGP, le contraste est terrible. Ça, c'était bien sûr ce week-end. On avait Xav Yash qui nous disait c'est moi où l'on a 41 tours d'ennui. C'était en 2019. Tristement, cette saison de F1 est d'un ennui fou. Le départ est mouvementé, puis plus rien. 2017 et puis 2015. Quel ennui cette course. Bref, le phénomène n'est pas nouveau, les amis. Ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire. La ligne éditoriale au moins est respectée. On va en Espagne. On se fait chier. Ça au moins, tu vois, t'as pas de surprise là-dessus. T'en as pour ton argent. C'est clair et net. C'était l'enseignement principal en tout cas de ce Grand Prix d'Espagne. On va passer au deuxième avec les caves qui sortent de la cave et surtout qui se rebiffent. On parle bien évidemment de Carlos Sainz Jr. et de Sebastian Vettel. Commençons avec l'Espagnol. Enfin un week-end sans problème, pas un énorme rythme, pas mal de dégradation sur ses pneus, mais tout de même un garçon qui a pu se batailler avec les Racing Point et Alex Albon en course. Il a aussi battu Norris en qualif et en course. C'est la deuxième fois seulement cette saison que ça arrive. Lui qui restait sur 2 abandons, on a changé complètement l'unité de puissance du côté de chez McLaren et vraisemblablement on a trouvé des solutions. Chez Vettel, on sauve un petit peu les meubles pour un week-end très très compliqué pour Ferrari. Un nouveau châssis qui n'a pas forcément apporté beaucoup plus de performance puisqu'une nouvelle élimination en Q2. Il a été quand même le chef d'orchestre d'une stratégie complètement improbable et on se rappelle de cet échange radio encore une fois mythique et le garçon quand même passe la barre des 3000 points en carrière. Il est le seul entre guillemets avec Lewis Hamilton à l'avoir fait. Parlez-moi de Sainz et Vettel, je ne sais pas qui veut commencer sur quoi, mais c'est vrai que c'est un peu
on peut le dire, un peu une revanche pour ces deux garçons qui ont eu un début de saison très compliqué. Surtout pour Sainz par rapport à Norris en fait, parce que Norris il a quand même bien scoré depuis le début de saison, notamment avec un podium, etc. Mais Sainz a eu quand même un manque de chance à Silverstone et sur d'autres grands prix, donc il y a aussi ça qu'il faut mettre en perspective. Mais en qualif et même en rythme de course, Sainz n'était pas tout à fait là. Là, il s'est bien rebiffé. On a changé le châssis de Sainz, je crois, parce qu'il y avait des problèmes. Ils ne savaient pas d'où venait le problème sur le moteur de Sainz. Ils ont rechangé. Enfin, ça c'était avant Barcelone et ils ont rechangé le moteur et finalement ça marchait mieux. Donc ça fait plaisir de le voir justement un petit peu se remettre dans le bain, mais c'était quand même pas facile. Heureusement, il commence à prendre des points et Norris pour le coup a été un peu en contre-perf. Je dirais plus à la rigueur que c'est McLaren qui se rebiffe parce qu'en fait ils ont voulu aller chercher l'origine du problème de la voiture de Carlos Sainz parce qu'au final il y avait des problèmes partout sur cette voiture. Il y avait un châssis qui était défaillant et il y avait une unité de puissance qui était défaillante aussi, ce qui faisait qu'on avait un gros problème de refroidissement sur cette voiture. Là, Sainz a enfin pu aligner un week-end sans souci et finalement on le retrouve au niveau auquel on l'attend. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir gérer les temps faibles chez McLaren. Et chez McLaren, on a un souci, c'est qu'on n'arrive pas à rouler avec une voiture qui a beaucoup d'essence. La voiture lourde, ils ont beaucoup de mal à le gérer. Et c'est vrai que Norris gère mieux cette frustration de début de course pour derrière se placer que Sainz. Là, psychologiquement, il va y avoir un travail à faire pour Carlos Sainz. Et bon, après, c'est un futur pilote Ferrari, donc normalement, il devrait pouvoir s'adapter. C'est une bonne formation. On verra. Moi, j'attends de voir l'avenir. Non, mais très honnêtement, Sainz, c'était l'une de mes grosses déceptions du début de saison. Ah, carrément. Donc oui, je peux le dire. Je le dis. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus quand même, non? Mais Pas toi, Brice? tu sais, moi, j'arrive pas à considérer les problèmes mécaniques comme du coup une déception. Enfin, ça peut être la déception McLaren sur la manière d'avoir conçu cette voiture, mais je trouve pas qu'il soit très décevant. McLaren, je pense qu'après 2 Grands Prix, on était tous là à dire et si c'était enfin Non, mais c'est très la bien. troisième force du plateau, etc. Moi, j'adore ce que fait McLaren cette saison, mais le truc, c'est que les problèmes de défaillance mécanique qu'a pu connaître Carlos Sainz, les problèmes d'arrêt au stand qu'il a eu, le pneu délaminé, enfin, il y a quand même pas grand-chose qui est de sa faute. Donc, Non, mais même en qualif, il n'est Ouais, pas, mais il est tu pas regardes le impérial rythme. par Ah oui, rapport ça, à je Lando Tu regardes Norris. le rythme. oui, C'est pas vrai. incroyable quoi. Et Non, puis mais- ça joue quand même la 3e place parce que là du coup on a vu Charles Leclerc qui abandonne sur le Grand Prix d'Espagne et bah forcément ça s'est resserré de ouf au classement constructeur pour la 3e place et là t'as quelque chose à aller chercher. Hein. Et mine de rien, Carlos Sainz, à un moment, faut arrêter de le considérer comme un jeune. C'est plus un rookie. Ça commence à faire 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais même plus qu'il est en F1. Ça commence vraiment à devenir un pilote d'expérience. Il faut aussi le traiter entre guillemets comme tel. On ne parle pas de Lando Norris. Un petit mot, les amis. Ah Eh bien, on a le problème électrique comme sur une Ferrari, les amis. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi aux pistonnés. C'est preuve qu'on est bien en place dans le milieu de la Formule 1 quand même. Un petit mot sur, tiens, justement, Sébastien Vettel. Merci pour cette transition. Avec Sébastien Vettel, alors c'est assez rigolo parce que j'écoutais Formula One après la course et notamment Franck Montani disait on peut quand même pas se réjouir, et Paul Belmondo le disait aussi, on peut pas se réjouir d'une 7e place pour Sébastien Vettel et pourtant on était plutôt plutôt positif, nous, avec l'Allemand à l'arrivée de la course. Surtout qu'il est driver of the day. C'est-à-dire Ouais, que oui, tout oui. le monde a Bon, après, estimé. c'est les votes. Hein, Non, mais attends, justement, mais c'est très parlant quand même. C'est que ça veut dire que tout le monde, enfin, en tout cas les votants, ont estimé que la 7e place de Vettel était quelque chose presque d'inouï. C'est-à-dire que c'était le meilleur pilote en piste hier. Enfin, faut quand même avaler un sacré pastis pour le dire ça quand Mine même. de rien. Soyons un peu sérieux. Sébastien Vettel. Parce que je suis attends. Non, mais écoute-moi bien. Sébastien Vettel. Moi, c'est un pilote. Il arrive, il s'assoit. C'est lui qui fait tout de A à Z. C'est la Sébastien Vettel F1 Team. Et il rentre dans les points, il finit 7e. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Moi, je trouve que finalement, c'est pas si mal que ça. Il n'a toujours pas réussi finalement à rejoindre la Q3. Et ça, c'est problématique. Oh là. Il y a eu ce changement de châssis. On en parlait la semaine dernière. Peut-être que finalement, le châssis n'était pas le problème. Va falloir trouver le problème. Est-ce que c'est côté pilote? Est-ce que c'est côté Ferrari? Est-ce que c'est tout le monde? On verra sur. Ça semble comme m'être gangréné jusqu'à la moelle cette C'est histoire. terrible. Hein. C'est Ah terrible. oui, ça a l'air terrible. Même Mais- le team radio est Mais oui. abyssal. J'ai jamais entendu ça en Et Formule 1. j'allais revenir dessus. Finalement, Sébastien Vettel, c'est lui qui décide de sa stratégie. Enfin, c'est terrible. On en revient à ce que je disais la semaine dernière. Ferrari n'a pas confiance en Sébastien Vettel. Quand Vettel dit est-ce qu'on tenterait pas d'aller au bout, on lui dit non, plan C. Et finalement, quelques tours plus tard, on lui dit non mais
est-ce que tu penses que les pneus, tu peux peut-être aller au bout jusqu'à la fin de la course? Ouais, Et là, Sébastien Vettel, il dit, bah ouais, mais encore heureux que Sébastien Vettel, il pète un plomb. Enfin, son ingé, il est dans le canapé en train de siroter une limonade ou quoi là? Non, mais sans déconner, ça fait quand même 4 ans que. Ok, je vais checker. surtout qu'à ce moment-là, il était seul. Il était seul en piste, puisque Leclerc exactement. avait déjà abandonné. Donc, on peut se dire que Ferrari va enfin se concentrer un minimum Ah non, sur Sébastien Les Vettel. ingés sont partis cloper. il y avait un sur le mur des stands, c'est tout. Ah non, mais moi je suis du même avis qu'Hamza. Enfin, c'est encore une fois, c'est scandaleux. Moi, j'arrive pas à comprendre que Sébastien Vettel, ce soit lui qui fasse la stratégie, qui fasse tout pour sa voiture, pour son équipe, etc. Alors que tout le monde est plutôt dévoué à Charles Leclerc. Ce qui est compréhensible parce que Vettel part à la fin de l'année, donc pas de souci là-dessus, tu vois. Mais à un moment donné, les gars, Charles il a abandonné. Concentrez-vous pour ramener un peu plus de points qu'une 7e place en disant est-ce qu'on va s'arrêter? Gros, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Avec tout le respect avec tout le respect que j'ai pour Lucas Badoer, on parle de Sébastien Vettel, quadruple champion du monde. Oui, c'est ça en plus. Complètement. Et c'était la tête de gondole du projet Ferrari qui a échoué, mais quoi qu'il arrive, c'était la tête de gondole du projet Ferrari. Donc à un moment, un minimum de respect. Et puis je sais pas, chez eux, il y a quand même une manière, un défaitisme qui est quand même très présent. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer Ils s'en foutent. Oui, j'ai l'impression qu'ils s'en mais- foutent. Ils en ont rien à faire. Ils sont là. On va faire un peu de stratégie. Il y a quand même une voiture encore en plus. Bon, Sébastien, tu finis tes tours. Après, on rentre à Maranello. Il faut qu'on travaille sur la voiture de Charles. Non, mais attendez, à un moment Non, mais donné, il va tu falloir vois, arrêter. il faut savoir se servir de tes faiblesses aussi. Ah oui. Et en l'occurrence, la faiblesse de la Ferrari, c'est d'être lente. Mais lente. Une voiture lente, je suis pas un expert en physique-chimie, mais une voiture lente, Ça va pas vite, ça peut te le dire. Plus en physique qu'en chimie. Bien rassure. vu la meuf. Mais une voiture lente, ça bouffe moins ses pneus. Donc quelque part, tu le sais qu'une stratégie à un arrêt, c'est peut-être plus plausible que sur une autre écurie. Tente-le, fais quelque chose. Putain, c'est le pilote au fond du trou. Ton pilote, justement, que tu dénigres, lequel tu files même plus à bouffer à la cantine, quand même, tu vois. Et qui Pourtant, on dirait pas quand tu regardes un peu la combinaison. Ouais, Elle a mais l'air bon, sympa la cantine chez Ferrari. Hein. peut-être. Il y a de la sauce bolognaise. Hein. Vous parliez de tête de gondole en parlant de Sébastien Vettel. Il y a une tête de gondole qui s'est illustrée, c'est la tête de gondole des pistonnés de Racing Point, Lance Stroll, qui a fait P4 ce week-end du côté de Barcelone. Une course très solide. Encore un super départ, parce que c'est vrai que quand il partait d'un peu plus loin, on faisait pas forcément attention à ça, mais il a souvent fait des super départs. La stratégie parfaite en 2 arrêts, P4 à l'arrivée, et quelque part il ne pouvait pas espérer mieux avec son rythme de course. Meilleur résultat de la saison, comme en Hongrie bien évidemment. Et puis surtout sa 5e course dans les points au Canadien. Racing Point est d'ailleurs maintenant la 3e force au classement du championnat des constructeurs. Et pourtant, son week-end a été un peu pourri par la rumeur Vettel. Est-ce que papa va le sacrifier pour faire de la place justement au quadruple champion du monde allemand? Regardez plutôt cette citation de Lance Stroll. C'est la vie, après tout, il a été interrogé sur le sujet. C'est la vie, il y a une relation de travail, une relation père-fils. Si au nom de la première, il doit m'éloigner de l'équipe, alors je ressentirai pas de colère. C'est juste du business, tout ça. Et c'est comme cela que ça se passe parfois. Lance Stroll qui a toujours l'air un petit peu blasé, mais qui n'est pas qu'un pistonné. Je voulais qu'on insiste là-dessus cette semaine, parce qu'on blague souvent sur Lance Stroll, mais c'est quand même un bon pilote, ce garçon. Il a pris la maturité qu'il devait prendre. Il est arrivé très jeune en Formule 1, un peu comme Max Verstappen. On lui a beaucoup tapé dessus. Il a été dans des écuries qui n'étaient pas faciles, à savoir Williams, où il a fait du fond de peloton, où c'était vraiment compliqué. Et il arrive dans une écurie avec une Mercedes rose. On va les appeler comme ça. Et où, alors peut-être qu'il ne performe pas autant qu'on aurait voulu qu'il performe, mais honnêtement, il fait le job, il fait le même job, j'allais dire, que Pérez. Bon, Pérez a été écarté de 2 courses parce qu'il a eu le Covid, mais Nico Hülkenberg aussi a fait le job. Mais je veux dire, franchement, il a été constant. Il a encore pris un super départ et puis il fait quand même les freins sur une Mercedes au premier virage à l'intérieur. Il s'impose. Enfin, honnêtement, il a fait une super course. Moi, je retiens de cette course. Oula, plus mesuré. Oui. Non, mais je retiens un très bon départ de Lance Stroll, et pour le coup, il a vraiment très bien piloté sur les 4 premiers virages. Après, c'est mon avis, j'estime que c'est la bagnole qui a fait le taf. Mais oui, mais c'est pas parce que la bagnole fait le taf mais bien sûr, il l'a ramené à l'arrivée, il a bien conduit, il s'est servi. Tu vois, j'ai dit conduit, j'ai même pas dit piloter, mais c'est pas bien. Il l'a ramené à l'arrivée, et puis surtout, il a été intelligent par rapport à Pérez quand il a su qu'il y a eu les 5 secondes de pénalité. Voilà, il n'est pas forcé, il a fait sa P4, c'est très bien. Après, sincèrement, moi, la performance des Racing Point, je la mets encore une fois sur le dos de Barcelone, et sur le fait que le Racing Point
comprend sa voiture sur une piste où ils ont fait 400 tours dessus en essai. Et du coup, forcément, la performance pure est plus visible et du coup, ils font 4 et 5. Elle est plus visible, sachant qu'il termine à un tour des Merco, je le rappelle, et de Verstappen. Oui, Non, mais à un moment, faut être oui. factuel. Ok, Stroll, c'est génial. Ok, Perez, c'est génial, si vous voulez. Racing Point termine à un tour de Mercedes, point barre. oui, bien sûr, mais ça veut dire que la Mercedes a bossé pour gagner un tour cet hiver. D'accord. Et Red Bull et Max Verstappen terminent à un tour de Racing Point. C'est vrai, il fallait préciser, bien évidemment. Du coup, j'ai bien compris, Racing C'est Point fort. et Lance Stroll, il y en a certains qui sont contents, d'autres qui sont un peu déçus. On sera tous d'accord, par contre, sur la déception Renault, qui sera le 4e enseignement de cette émission. Renault qui nous a montré de si belles choses du côté de Silverstone et qui, là, aboutit sur le pire week-end de cette saison. Aucun point marqué, une première en 2020, aucune voiture en Q3, une stratégie, un arrêt qui n'a absolument pas payé. Et cette question, est-ce que c'est un simple coup d'arrêt pour Renault ou un véritable camouflet? Pourquoi un camouflet? Parce qu'il y avait quand même la présence du Big Boss, le nouveau Big Boss du côté de la firme aux losanges, Luca De Meo, qui était sur place et qui n'a pu que constater les dégâts. Où sont passées les promesses de Silverstone? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Le rythme n'était pas forcément catastrophique, mais ils n'ont pas pu prendre 2 points. Et Ocon, attention quand même à ce début de saison un petit peu compliqué. On l'écoute, Esteban Ocon, on va surtout le lire, bien évidemment. La voiture ne se comportait pas comme nous le voulions et nous manquions d'adhérence et d'équilibre. Dès vendredi, nous avons ressenti que la monoplace ne se comportait pas comme à Silverstone. Donc, nous avons encore du travail à faire sur certains aspects. Esteban Ocon qui a reconnu qu'il était en difficulté et pas encore tout à fait à son niveau de fin 2018. Alors, cette Renault, c'est quoi le problème? C'est toujours ces questions de virage rapide où on sait qu'elle est en difficulté. Est-ce qu'on a tout compris sur cette voiture? Est-ce qu'on aurait pu éviter un week-end aussi compliqué? Clairement, non, ils n'ont pas tout compris. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour Spa. Alors évidemment, c'est pas du tout le même type de circuit, mais c'est la première fois de la saison où Renault montre qu'ils ont des aspects de leur voiture qu'ils ne comprennent pas. Parce que tout le long du week-end, ils n'ont pas réussi à trouver ce rythme. Alors, les problèmes, moi j'ai l'impression quand même que ce problème-là est vraiment centré sur Barcelone, pas forcément sur la monoplace en soi. Parce que déjà, aux essais, on avait vu que la Renault était assez instable, qu'elle paraissait moins forte que ce qu'elle est. Et au final, quand on l'a vu en début de saison, on s'est dit, tiens, Renault est une bonne surprise. Et c'est vraiment à Barcelone qu'on s'était dit que la Renault n'était pas super. Donc, j'ai envie de te dire, peut-être que le problème est que à Barcelone et que ça va aller ailleurs. Après, j'en ai aucune certitude. Faut voir. Alors le truc c'est, je sais pas s'ils ont amené des améliorations là à Barcelone, il me semble pas. En fait le truc c'est que ils étaient en progression et les améliorations qu'ils ont apportées sur leur voiture depuis le début de saison ont été plutôt bonnes. Derrière, effectivement, on se retrouve toujours à un moment donné ou à un autre avec une amélioration que tu vas apporter, que tu vas comprendre et qui va marcher. Et puis après, tu peux amener une amélioration qui ne va pas marcher et que tu ne vas pas comprendre. Et ça te fait faire un espèce de step back. Et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans cette phase-là aujourd'hui. Alors ça fait mauvais genre devant les patrons de l'écurie qui sont déplacés à Barcelone. Et surtout, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir Esteban Ocon qui fait des beaux dépassements, qui fait une très belle course et qui se fait récompenser finalement avec une 13e place, je crois, 100 points en dehors des points, avec une course difficile, alors que il s'est quand même sorti un peu les doigts, pour parler poliment. Donc j'ai un peu du mal. J'espère, parce qu'on sait que la Renault a un potentiel. Et là, ils sont juste ils ont mis le pied dans une mauvaise direction. Il faut juste faire un step back un petit peu et essayer de repartir sur une nouvelle direction pour la Belgique. On arrive sur Spa et Monza. Ça pourrait peut-être un peu mieux fonctionner pour Renault. J'attends quand même de voir Spa et Monza ce que ça va donner avant de tirer peut-être des conclusions sur est-ce que Renault, on est en train de peut-être repiquer. Je pense que ça peut mieux aller. Après, par rapport corriger maintenant, quoi. Oui. Voilà, et par rapport à Esteban Ocon, moi je continue. Enfin, j'ai envie de me montrer toujours indulgent avec lui. Il revient d'un an de cave, en l'occurrence. Et Daniel Ricciardo, enfin son coéquipier, c'est Ricciardo. C'est pas. Ah ouais, mais tu peux pas réfléchir comme ça. Si t'es Esteban Ocon et que t'as cette ambition-là de devenir en fait le pilote de ton écurie, il y a Alonso qui arrive, donc c'est un peu compliqué, mais tu peux pas te dire, comme il y a Ricciardo, je peux être derrière. T'as raison là-dedans, c'est qu'il doit prendre ses marques, il doit imposer ses marques avant l'arrivée d'Alonso aussi. Exactement. C'est pas ça que je dis, je dis juste que j'ai envie de lui accorder plus de temps, parce qu'à côté, tu as Daniel Ricciardo qui est là, qui est la tête de gondole du projet Renault. Évidemment, la tête de gondole. Qui gondole un peu. Du coup, j'ai juste envie de laisser à Esteban Ocon le temps de revenir tranquillement, de prendre la mesure de ce qu'est Renault, le projet Renault, et de peut-être prendre le leadership avant l'arrivée. Ça va être compliqué parce qu'il reste finalement très peu de temps. Avant l'arrivée de Fernando Alonso, mine de rien, il y a quand même pas mal de travail hors F1
qu'Esteban Ocon doit aussi accomplir. Ce qu'a dit Pierrot est très important par rapport à Renault, c'est que pour la première fois depuis leur retour, ils ont pondu une voiture qui a un potentiel pour jouer le podium et pour progresser. Ils ont une bonne base. Et c'est vrai que la marque de fabrique des grandes écuries, c'est de développer sa voiture au fil de la saison et du coup de rester en fait au contact tout au long de la saison. Pondre une voiture qui soit bonne à Melbourne, en l'occurrence là en Autriche, c'est pas suffisant si on veut avoir l'ambition qu'a Renault. Et en l'occurrence, on arrive à une période charnière de la saison qui va être le premier gros tiers, quasiment moitié, où il va falloir avoir ces upgrades suffisants pour se battre avec McLaren, essayer d'être titiller Racing Point, rester devant Ferrari, parce qu'il y a un moment donné où ils étaient quand même devant Ferrari. Donc c'est tout ce step-là que doit faire Renault et que justement, ce n'est pas que l'hiver qu'on travaille, c'est tout le temps. Donc l'écart commence un tout petit peu à se creuser entre le top oui, 3 et... L'écart commence à se creuser, je crois, il y a 30 points d'écart entre Renault et ceux qui jouent la 3e place du championnat, donc faut se réveiller. Donc va falloir voir. Comme dit Hamza, très intelligemment, c'est que Ricciardo, c'est la tête de gondole, c'est un pilote d'expérience. Voir Ocon qui est, j'allais dire, aussi proche, alors oui et non, mais en termes de rythme, il est là, il n'y a pas de problème. Mais derrière, effectivement, moi j'en attendais peut-être un peu plus de Ricciardo. Alors il a été clutch sur Silverstone quand il fait P4, donc bravo. Mais derrière, Ocon est vraiment là. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il montre qu'il n'a pas perdu son coup de volant parce qu'il fait des dépassements. Et sur Barcelone, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des dépassements, peut-être Alex Albon. On verra en tout cas pour Renault et on les attend surtout du côté de Monza où ils avaient été très performants la saison dernière. Peut-être que Cyril Abitboul se fera tatouer, je sais pas, un McLaren par Daniel Ricciardo ou un billet de 30 millions de dollars. On aura l'occasion de discuter de tout ça. Les classements, les amis, le classement pilote. Tiens, jetons un petit coup d'œil avec Lewis Hamilton, qui renforce son avance serré, avec 37 points d'avance sur Max Verstappen. Bottas en 3e position. Et puis, bien sûr, du côté des constructeurs, on en parlait à l'instant, la Mercedes plus 82 points, me semble-t-il, sur Red Bull. Racing Point qui remonte à la 3e place, mais vous le voyez, c'est très serré avec McLaren et Ferrari. Attention, l'écart se creuse en effet avec Renault qui est désormais un petit peu moins de 30 points de la Scuderia Ferrari. Dans quelques instants, les amis, on va ouvrir un débat. Je reviens un peu dans la lumière, vous voyez. Hop, voilà, faut surtout pas faire. C'est pour ça que je suis un peu penché aujourd'hui. Pas de problème de dos. Dans quelques instants, je vous le disais, on ouvre un débat autour de l'avenir de la Formule 1, l'avenir aussi de Mercedes en Formule 1 et de l'ennui qui naît bien sûr de cette hégémonie. Mais avant cela, c'est l'heure du décryptage. On a retrouvé un peu de lumière, c'est la bonne nouvelle bien sûr de cette deuxième partie d'émission. Par contre le barco derrière moi reste éteint, petit souci électrique, vous l'avez compris, on est de mèche avec Ferrari depuis déjà quelques jours. Depuis 2014, et c'est l'heure du décryptage, la Formule 1 est entrée dans une nouvelle ère, celle des moteurs hybrides, des unités de puissance composées de technologies et systèmes un peu trop complexes, pas tout à fait comprises par le grand public, pas tout à fait même comprises parfois par les motoristes. Deux systèmes très importants pour le coup dans ces moteurs hybrides. On va parler de la récupération d'énergie, MGUK, MGUH. Qu'est-ce que ça veut dire, Alex Caldi ? Comprenons ensemble déjà le moteur d'une Formule 1, l'unité de puissance d'une F1 est hybride depuis 2014, comme Manu l'a expliqué, avec une partie thermique accompagnée donc de deux systèmes de récupération d'énergie. Prenons par exemple Renault, le motoriste est forcément bien sûr constructeur. La RS20 embarque un moteur nommé Renault E-Tech ZE20. Attention, c'est un petit peu compliqué, d'une puissance d'un peu plus de 950 chevaux. C'est un V6 turbo d'un litre 6 avec un régime limité à en tout cas 15 000 tours minute. Lors d'une course dans une Formule 1, en tout cas, en 2020, on peut embarquer jusqu'à 110 kg pour une limite de débit de carburant de 100 kg par heure. Parmi donc les éléments du moteur, il y a le MGUK, intitulé en tout cas Motor Generator Unit Kinetic. C'est un système dont la genèse est venue du système KERS, bien connu, souvenez-vous, à partir de 2009, utilisé pour la première fois donc en 2009 et jusqu'en 2014. Le KERS, ou le SREC en français, était un système d'énergie cinétique récupéré par les freins et redistribué par une batterie sous une forme de boost pour la puissance, en tout cas par le moteur, par le pilote. Souvenez-vous, c'est environ 400 kJ maximum par tour grâce à un petit bouton qu'il y avait sur le volant qui délivre 80 chevaux de puissance en plus pendant non pas 7 secondes mais 6,67 secondes lors des phases de réaccélération. Si j'ai bien compris Alex, ce MGUK là, qui ressemble un peu à la dynamo de Papy, comme le disait Pierrot sur son vélo, c'est à peu près le même principe que le KERS. Exactement, on récupère l'énergie cinétique lors des phases de freinage grâce à la chaleur donc qui se crée dans les freins. Cette énergie est stockée dans une batterie. Cette énergie
l'énergie est en partie transformée sous forme électrique grâce à un système ressemblant donc au vélo dynamo, en tout cas du papy de Pierrot. En gros, c'est un vilebrequin sur un générateur. La vitesse de rotation de ce système dynamo est de 50 000 tours minutes. C'est bien plus vite que sur un vélo, vous l'avez compris. Pour remplir totalement cette batterie, une F1 doit freiner, attention, pendant environ 17 secondes. Cette énergie est donc stockée, récupérée au maximum 2 mégajoules par tour, puis est redonnée pendant 34 secondes par tour pour une puissance de 120 kW maximum. On peut convertir ça en puissance brute aux alentours de 160 chevaux. Alors Alex, on vient d'évoquer le MGUK, parlons du MGUH, l'autre système, un autre système même, on pourrait le dire ainsi. Oui, c'est carrément un autre système. Enfin, c'est un autre système, mais ça y ressemble beaucoup, puisque comme le MGUK, le MGUH, le Motor Generator Unit Heat, vous l'avez compris, c'est de la chaleur, utilise le même système de récupération façon dynamo. Cette fois-ci, l'énergie est récupérée par la chaleur dégagée par les échappements d'une Formule 1. Le MGUH peut s'utiliser de plusieurs façons. En tout cas, il peut servir pour le MGUK et lui servir de complément d'énergie et même de puissance, ou bien il peut aider le turbocompresseur du V6 lors des phases de réaccélération. Le MGUH aide en effet pour compenser le temps de réponse du turbo. C'est le moment de latence entre le moment où l'on appuie sur la pédale d'accélération et le moment où la puissance arrive. En fait, quand vous appuyez généralement sur l'accélérateur, la puissance n'arrive pas tout de suite et donc le MGUH envoie de l'électricité pour compenser ce décalage en attendant que toute la puissance du V6 arrive. Alors, oui, pardon, excuse-moi. Quand tous ces systèmes sont arrivés en 2014, ça a été, je crois, très difficile pour bon nombre d'écuries, on s'en rappelle notamment. Oui, sauf une, la firme à l'étoile, bien sûr. Mercedes, l'excellence à l'état pur. Domination sort partage, bien sûr, avec 6 titres de champion du monde, constructeur et pilote. 94 victoires en majorité par, bien sûr, le sextuple. Le champion du monde, Lewis Hamilton, vainqueur de 5 titres, du coup, avec Mercedes. Un homme est en grande partie, et surtout, c'est juste cet homme-là qui est en partie derrière le succès de Mercedes. Andy Cowell, directeur général du département moteur de Mercedes. Il a été à la tête de la conception du moteur V6 hybride dès juin 2011, soit 3 saisons avant même l'entrée dans l'ère hybride. Attention, une mise en travail très tôt pour une création d'un moteur qui est en tout cas jusqu'à présent invaincu en termes de titre de champion du monde. Le maître du MGUK, le maître du MGUH, c'est lui. Et si Mercedes est entré dans la légende de la Formule 1, tout comme Lewis Hamilton, c'est surtout grâce à lui. Merci beaucoup Alex pour ce décryptage. La récupération d'énergie était au cœur notamment de l'accrochage entre Kevin Magnussen et Esteban Ocon en essai libre 3. Et surtout, il est au cœur, comme tu l'as bien expliqué, de la grande réussite de Mercedes dont on va débattre tout de suite. Mercedes est-elle en train de tuer la Formule 1 ? C'est la question qu'on vous pose. Après l'ère McLaren, après l'ère Ferrari, après l'ère Red Bull depuis 2014, Mercedes écrase complètement la Formule 1, l'ère hybride, on en a parlé tout à l'heure bien sûr avec Alex, et 6 ans après, eh bien, la Formule 1 n'a plus vraiment de suspense, on se plaint du manque de spectacle, et regardez ce petit tableau des méfaits, on va dire, de cette Mercedes qui écrase la discipline, le règne de l'ère hybride en 2 statistiques, 6 titres pilotes, 6 titres constructeurs, 100% de réussite, 94 victoires sur 127 possibles. Une question que j'ai envie de vous poser, est-ce que 2020 est déjà plié ? Je pense que vous avez déjà une réponse. La W11, meilleure Mercedes de l'ère hybride, là encore c'est une question sous-jacente. Seul Verstappen qui finit dans le même tour que les 2 pilotes des Flèches Noires et plus 86 points bien sûr sur Red Bull en 6 courses. Ceci nous amène d'ailleurs à un paradoxe que j'ai appelé le paradoxe Netflix. Regain d'intérêt pour la discipline grâce à cette fameuse série qui passionne même ceux qui détestaient la Formule 1 avant. Des audiences TV du coup en hausse, mais peu de spectacles en piste. Alors la question les amis, est-ce que ce règne de Mercedes peut être dangereux pour la Formule 1 ? Oui, il peut l'être parce que effectivement la Formule 1 n'est rien sans ses audiences, comme tout sport. Elle a besoin d'un public pour son système économique. Et effectivement, quand tu regardes Netflix, tu te dis « Wow, quelle discipline de fou !» Quand tu regardes le Grand Prix, tu te dis « Wow, est-ce que c'est la même discipline ?» Et ben après, Netflix a quand même beaucoup scénarisé les choses. Mais derrière, c'est vrai que quand tu regardes un Grand Prix aujourd'hui, on est quand même très content quand il y a du spectacle. On est surpris presque. On se dit « Ah putain, il y a une bonne course !» Aujourd'hui, malheureusement, les courses chiantes, c'est presque devenu la norme. Et ça,
ça met vraiment en péril le sport. Et juste avant de vous relancer, c'est très marrant ce que tu viens de dire. La norme, tu parlais de norme, la chienlit est devenue la norme. Regardez ce que disait Romain Grosjean, c'était en novembre 2019. Le nombre de gens qui me disent je ne regarde plus parce que c'est la voiture grise qui va gagner, c'est monstrueux. Et pourtant, la série sur Netflix a mis un coup de boost à la F1. Ces gens ont vu quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant. Est-ce que la F1 est en danger, Hamza et Pierrot? La F1 est en danger. En fait, la F1 se remet elle-même en danger parce que tout le monde est parti de la F1 après l'ère Schumacher parce que c'était Schumacher qui gagnait. Après, ça a été Vettel et les gens on sait que c'est la voiture bleue. Avant, c'était on sait que c'est la voiture rouge. Maintenant, on sait que c'est la voiture grise. Même noire. Même noire. L'étoile noire. Le truc, c'est qu'on sait que les gens se sont réintéressés à la F1 par Netflix et parce que la F1 c'est pas que des guignols qui tournent en rond, si je peux schématiser la chose comme ça, que c'est bien plus que ça. Il y a énormément d'enjeux politiques, d'enjeux financiers, que c'est quand même peut-être pas des surhommes, mais on n'est pas loin du pilote de jet. Donc non, on est quand même pas mal là-dessus. Mais du coup, le problème, c'est que, encore une fois, il roule à 10 secondes des temps du plein potentiel d'une F1. Et ça, c'est problématique. Et ça, là, du coup, il y a non seulement pas tant un problème de compétitivité, il y a un problème physique parce que tu dis, le gars, il sort de là, il a pas trop transpiré, pourtant, il avait un peu chaud, etc. Mais il n'y a pas de bataille en piste, il n'y a pas ce qu'on nous a vendu sur Netflix. Et là, en fait, ça peut faire double tranchant. Au lieu que ça serve beaucoup, ça peut justement beaucoup desservir en me disant Netflix ils m'ont vendu un truc de ouf et là je me retrouve. Ça fait mensonge un peu. Ça fait mensonge. T'as rien à dire toi. Là, il sourit, c'est qu'il va y avoir une dinguerie là. Le téléspectateur Netflix qui découvre la F1, qu'est-ce qu'il en sait? Tu crois qu'il va, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais tu crois qu'il va prendre conscience qui le regarde. Non, mais tu crois qu'il va prendre conscience que la F1, en l'occurrence à Barcelone, roulait 10 secondes moins vite, comme tu dis? Mais parce que ça, en fait, ça se voit. Non, mais est-ce que lui va le voir? C'est là que je pose. Tu as ce qu'on appelle un Julien Féraud qui te le dit quand même. Hein. Bah oui. Donc, écoute, moi, je pars du principe. Commentaires aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu dans tous les trois, parce que même toi, dans la présentation, tu as dit les méfaits du règne Mercedes. Excuse-moi, c'est. Non, mais c'est pas la tu faute parles de de méfaits, c'est la perfection. Moi, je trouve ça, parfait. Attends, on remet pas en cause le boulot de Mercedes. On remet pas en cause. On remet pas en cause que ce soit les meilleurs. Attention. Le public, tu dis le public, il va peut-être partir, etc. Mais justement non. Aujourd'hui, les audiences TV prouvent que la F1 se porte bien, puisque tu parles d'audience TV, c'est par les audiences que tu vas dire si oui ou non la F1 se porte bien. Donc aujourd'hui, selon cette argumentation, la F1 se porte très bien, puisque les audiences sont en hausse, puisque Netflix, grâce à Netflix, et merci Netflix, depuis 2 ans, et ça va faire 3 ans, et peut-être dans 10 ans, s'il y a 10 ans de séries Netflix sur l'ensemble des saisons, c'est peut-être artificiel. Mais il se trouve que factuellement, la F1 se porte bien au niveau du spectacle et des audiences. Maintenant, et ça c'est un autre débat, en termes techniques, la F1 prend c'est même plus un virage, le virage il est plus qu'amorcé, on est à la fin du virage, on est à la sortie du virage, la F1 se dirige sur une voie dangereuse, et là j'ai envie de revenir sur l'actu du week-end avec le fait de supprimer le party mode pour Mercedes en cours de saison, et ça c'est dramatique. Mais ça c'est la F1 qui se tue elle-même. Ou qui va se tuer elle-même. Ça, on va en reparler. Et moi j'ai un truc, parce que contrer Hamza, voilà, c'est un bien grand mot. Le truc, c'est que depuis que Liberty Media a racheté la Formule 1, il y a eu une croissance des audiences qui a été spectaculaire, ça on va pas le nier. Mais en fait, cette croissance spectaculaire, elle est due à un manque d'audience qui était incroyable sous l'ère dernier Ecclestone. C'est vrai. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est là, punaise, il y a plein de gens. Un passage à la télé payante aussi. Hein. Mais là, on est repassé sur la télé payante. On a eu Netflix, on a eu une étendue sur les réseaux sociaux, un nombre de contenus qui sont arrivés sur la Formule 1 qui a été gigantesque. Donc du coup, forcément, les gens ont plus de contenu, peuvent s'approprier un peu plus facilement le sport, peuvent un peu plus en discuter entre eux, etc. Ce qui n'était pas le cas sous l'ère Ecclestone. Et en fait, finalement, on avait plus un manque à gagner que finalement, on n'avait pas du tout encore atteint cette limite. Et là, aujourd'hui, on est en train, moi, de mon point de vue, d'atteindre cette limite parce qu'on a réintéressé des personnes qui n'étaient plus intéressées. On est même allé chercher de nouvelles personnes qui connaissaient pas la Formule 1. Et aujourd'hui, dans 2-3 saisons, ces mêmes personnes-là vont faire c'est vrai que la saison 3 sur Netflix, je vais la regarder, mais les Grands Prix, en vrai, mais en attendant ce moment-là, il se trouve qu'aujourd'hui, la F1 se porte bien. C'est pour ça pourquoi je trouve qu'il faut faire une différenciation. Là, il faut regarder la surface. C'est ce que je dis, il faut faire une différenciation entre les audiences TV et le spectacle en piste. C'est pas parce que tu as des audiences TV
en hausse ou qui se porte plutôt bien qu'il faut dire que la F1 se porte bien. Non, mais Moi, c'est pas ce que je pense. À terme, c'est ça ça. voudra dire ça. À Aujourd'hui, terme, en fait, après, on en sait rien. la surface, comme a dit Pierrot, là avec l'arrivée de Liberty Media et du concept américain en fait de spectacle, la F1 a appris à se vendre, mais la F1 n'a toujours pas appris à être. Et à exister. Aujourd'hui, on allait chercher des gens qui se seraient peut-être pas intéressés à la F1. On allait chercher le maximum d'audience possible. Tous les gens potentiellement intéressables à la Formule 1 l'ont été par le fait de le vendre sur les réseaux sociaux, par Netflix, par c'est très con, mais des habillages plus jolis, voilà, on a essayé de vendre la Formule 1. Développer la marque. On a développé une marque Formule 1 et c'était pas du tout l'esprit britannique avant. Avant, on faisait nos trucs dans notre coin. Vous êtes intéressés, vous venez. Vous n'êtes pas intéressés, on s'en fout. Là, maintenant, les Américains ont intéressé tout le monde. Donc, évidemment, il y a une croissance et il y a aujourd'hui un panel de gens énorme à intéresser. C'est maintenant, en fait, qu'il faut les intéresser. Et tu perds. Là, on est en train de perdre des années. Et on est en train de perdre petit à petit des gens, alors que ça se trouve, la F1, au moment où elle sera redevenue intéressante, on aura perdu ces gens-là. Et ces gens-là, peut-être, ne seront plus intéressables à la Formule 1. Il y a un turbo-lag sur l'audience, en fait, finalement. Oui. Pour parler un petit peu. C'est vrai. En fait, il y a un temps de latence. Là, aujourd'hui, les audiences sont bonnes parce que saison 1 de Netflix, concrètement. Saison 2, on continue d'intéresser les gens. Mais à partir de l'année prochaine, je ne serais pas tout à fait surpris de voir pas les audiences en chute, mais au moins stagner. Ça, c'est sûr et certain. Les pires audiences de la F1, c'est 2007-2008. C'était les meilleures années. J'ai envie de poser une question, c'est peut-être une question philo, ce que vous voulez, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dois te dire, est-ce que tu dois intéresser de nouvelles personnes pour considérer que la F1 va aller mieux? Non, il faut maintenir Ça ta dépend de la base, au moins. stratégie, encore une fois. Ça dépend. C'est une stratégie d'entreprise. Le rôle de Liberty Media et de l'entreprise Formule 1, ils sont détenteurs des droits commerciaux. C'est une boîte. Je vais y arriver. Donc c'est une boîte Côté en bourse, qui doit vendre. Derrière, c'est à la FIA et aux équipes de se dire qu'est-ce qui est mieux pour le sport pour pouvoir justement vendre ça. La FOM, elle peut rien faire en vrai. Elle n'a pas. Je vais te poser une elle a autre pas autant de question. pouvoir Alors. qu'à l'époque. Imaginons, science-fiction 2022, renouveau de la F1. Là, techniquement, nous, les puristes F1, ils kiffent vraiment ce qui se passe en piste. D'accord. Mais en termes d'audience, ça chute de 50%. On est dans la science-fiction. Est-ce que pour toi, la F1 ira mieux ou pas? Non, elle ira pas. En fait, elle ira pas spécialement mieux parce que dans le sens où on aura perdu, c'est les années précédentes qui auront fait qu'on a perdu les personnes avant 2022. C'est pour ça que le problème c'est ça, maintenant, le problème. C'est ce que je te dis, il y a une espèce de latence Mais entre le problème, tu le régleras pas. Le problème en piste, tu le régleras pas. 2020-2021, Il c'est faut terminé. attendre 2022, bien sûr. Mais Alors c'est justement, peut-être, est-ce qu'on n'aurait pas des premiers éléments, puisque toute hégémonie quand même a une fin, on l'a notamment vécu nous dans notre jeunesse, bien sûr, avec Ferrari il y a à peu près 15 ans. Regardez un petit peu les questions un peu en suspens après les différentes déclarations de ces dernières semaines. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'ombre d'un doute sur l'engagement de Mercedes et l'engagement des cadres de Mercedes au sein de la Formule 1? On sait que Toto Wolff et Lewis Hamilton sont en fin de contrat. Alors oui, il y a des discussions très avancées avec la direction de Mercedes, mais ils n'ont toujours pas prolongé pour l'après 2020. Et Hamilton l'a dit, il lie son avenir, bien sûr, à son patron. Quid de l'engagement également de la marque en Formule 1? Je sais que Pierrot, toi, tu as fait une très très belle vidéo l'année dernière pour expliquer un petit peu les problématiques justement de l'engagement de Mercedes en Formule 1. On sait qu'il y a eu depuis des tensions autour des accords Concorde de cette saison, que, Mercedes aimerait privilégier à l'avenir ses gammes électriques EQ et EQC. Et puis, il y a ces fameuses lois anti-Mercedes dont tu as parlé, Hamza. La fin du mode partie en qualif, sans doute, des Spa. Les budgets capés qui vont arriver dès la saison prochaine. Et la standardisation de la Formule 1 dès 2022. Juste un petit élément de réponse parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de Toto Wolff. Regardez ce qu'il déclarait cette semaine. Je n'ai pas encore pris la décision. Les discussions en cours sont positives. Je ne veux pas vous donner l'impression que je pars parce que ce n'est pas le cas, mais je suis quand même dans un moment de réflexion. La direction que prend la F1, la situation du Covid et aussi ma vie de famille, puisque ma femme est en FE et moi en F1, nous pensons à être moins absents de la maison. Et oui, en effet, en plus, il dort dans le clic-clac depuis qu'il s'est fait attraper avec une jolie nénette sur une trottinette. Non, Pardon. c'est pas avec Angela? Non, c'était pas Angela. C'était pas la physio de Lewis? Me semble-t-il que c'était pas Angela. Les amis, est-ce que l'avenir de Mercedes est en suspens pour vous? Est-ce que à court, moyen terme, on pourrait voir la marque quitter la Formule 1 ou en tout cas son directoire, sa recette en tout cas de winner changer? En fait, ça serait logique parce que 2022 va amener une ère qui sera beaucoup moins intéressante pour les constructeurs puisqu'ils ne pourront pas montrer leur manière de développer une voiture autant qu'aujourd'hui. Il y a une liberté aujourd'hui qu'il n'y aura pas forcément autant après et encore plus avec la standardisation. Tu prends ensuite Daimler qui perd un pognon phénoménal, plus Toto Wolff qui vraisemblablement
c'est un peu poser des questions de vie Conjugale, familiale et sentimentale. conjugale pendant le Covid. Et beaucoup de monde Bien sûr. s'est posé ce genre de questions. Aujourd'hui, la question se pose. Après, quelles sont les retombées économiques de Mercedes en Formule 1 et de ce qu'ils ont en Formule 1 pour leur vente de voitures? Ça, je n'ai pas les chiffres, mais c'est une vraie question qui se pose. En fait, le truc, c'est qu'à court terme, peut-être pas. À moyen terme, probablement. Faut savoir que Mercedes met de moins en moins d'argent dans leur écurie du fait qu'ils arrivent à ramener encore plus de sponsors. Quand ils ont signé Ineos, par exemple, ça permet finalement de réduire l'investissement que Mercedes fait dans sa propre écurie. Et je l'avais dit dans une vidéo, en fait, on va se retrouver à terme avec une Mercedes qui détient 60% d'une écurie où elle met absolument zéro thune dans son écurie, mais c'est tous les autres sponsors qui viennent et qui, par des deals intelligents, font que l'écurie continue d'exister. Et à un moment donné ou à un autre, Mercedes voudra partir pour X ou Y raison, probablement pour des raisons de marketing, parce que tous les constructeurs se dirigent vers l'électrique et pas vers le moteur le plus efficient de la planète, parce que personne n'en a rien à faire. Donc, à un moment donné, Mercedes va s'en aller, mais l'écurie telle qu'on la connaît aujourd'hui prendra un autre nom, mais sera toujours aussi puissante parce qu'il y a comme ça a été le cas avec Jean Todt et Ferrari avec les années Schumacher, il y aura toujours une espèce de belle ambiance, j'allais dire, de travail là-dedans. Tu vois. Mais au-delà de ça, à moyen terme, il y a moyen effectivement que Mercedes commence à partir du fait de ses objectifs marketing de vente de voitures. Après, les objectifs en termes d'image, t'écrases la Formule 1, en termes d'image, c'est quelque chose de puissant. Bien sûr. Là, ce week-end, j'ai vu un doublé Mercedes en FE. Tu sors dans la rue, je pense pas que personne n'est au courant du doublé Mercedes. Tu vois ce que je veux dire, c'est que alors peut-être que dans 5 ans, la FE sera la discipline reine. Ça, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Mais en l'occurrence, la F1, en termes de sport mécanique, c'est une vitrine puissante qui te permet d'avoir, en l'occurrence quand tu gagnes et quand tu écrases la F1 telle qu'aujourd'hui, une image plus que positive et des retombées plus que positives. Moi, je trouve que là où Mercedes fait le bon choix et garde en fait une bonne image, c'est que malgré une hégémonie qui casse les reins à absolument tout le monde, chaque année, il y a une remise en question d'eux-mêmes et ils se pointent avec une nouveauté que personne n'a. À une époque, c'était le party mode. Ils sont arrivés avec quelque chose que personne n'avait. Le fameux. Ensuite, là, tu as le DAS. Et chaque année, ils trouvent quelque chose. Chaque année, en fait, ils pourrissent encore plus la concurrence. Et en fait, ils mettent plus en exergue les défauts des autres. Mais eux, ils feront leur travail d'écurie en Formule 1 à toujours faire mieux et à développer. Et l'hégémonie, en ça, elle est un tout petit peu pondérée en se disant « Ouais, mais il le mérite d'être là. » Bien sûr. Bien sûr. Personne ne dira l'inverse. Puis chaque année, tu auras la F1 qui, en milieu de saison, va te dire non, mais le DAS, l'année prochaine, on interdit ça. Non, mais le party mode, dès cette saison, on va interdire ça. Et Ils sont dans un flou total. ça, de ce qu'il faut faire, Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît la raison de l'interdiction? C'est une party mode non, c'est une raison politique. Le party mode, c'est une raison politique. Non, mais alors, non. Mercedes est-ce ne qu'on veut pas connaît- signer les accords, la FIA fait bon. Non, mais bah, est-ce qu'on connaît officiellement? Est-ce que la raison officielle a été donnée par les La vraie raison, c'est que la FIA veut pouvoir contrôler plus facilement les cartographies moteurs et du coup, je te dis que c'est l'officiel. Oui, bien sûr, Je te dis pas que j'y crois. Non, Je te dis que c'est l'officiel. Mais ça, c'est sorti dans un communiqué ou dans un... Je ne sais pas si c'est un communiqué. Je l'ai lu dans beaucoup de médias. Oui, parce que, mais est-ce que la F1 ou la FIA a communiqué factuellement Non, mais je crois, pour dire je crois. noir sur blanc, ok, il se trouve qu'on a des difficultés, alors du coup on interdit. En fait, c'est censé éviter ce qu'a fait Ferrari l'année dernière. C'est-à-dire pouvoir régler un cas très rapidement. Non, il y a une grosse différence. Attention. Ferrari a joué avec une ligne grise foncée. Ah bah, ils ont bien perdu. Hein. Voilà, ils ont perdu, mais au final, Ferrari a peut-être fait quelque chose d'illégal. Peut-être parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas. Mercedes n'a rien fait d'illégal. Le party mode, c'est pas quelque chose d'illégal. C'est en ça, c'est pour ça C'est que vrai, t'as moi, raison, de mon point de vue, c'est pas une question de légalité, de pas de légalité, s'il y a une raison, c'est une raison politique. Aujourd'hui, il y a les accords Concorde à signer pour savoir quel va être l'avenir de la discipline sur les 5 prochaines années. Mercedes ne veut pas signer parce qu'ils prennent moins de pognon que Ferrari, Williams et compagnie, et ils disent ouais, mais les gars, attendez, nous on vient de prendre 6 championnats du monde, on est autant historique que Renault et compagnie quand même là, vous déconnez pas. Et donc, suite à ça, la FIA fait bon bah alors nous on a envie que les écuries signent, tout le monde est en train de signer. Et petit bonus pour ceux qui signent avant telle date. Et Mercedes est là, ouais, mais moi ça me plaît pas, machin. Donc, alors vous, on va vous supprimer votre. Voilà, vous, on va vous supprimer le parti. Et là, donc la F1 est devenue hyper politique. On l'a vu encore plus avec l'affaire Ferrari. Déjà. L'affaire Ferrari. Il y a de plus en plus d'affaires Ferrari, Racing Point, d'affaires politiques. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que finalement, Liberty Media est arrivé dans ce job-là
et c'était le job de Bernie Ecclestone, c'était de garder tout le monde tranquillement, tout le monde content, tout le monde satisfait de sa position, etc. T'es en train de partir Et en le vrille. problème, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Chess Carré ou que ce soit la F1 en règle générale, ils ne sont pas capables de tenir les écuries, la FIA, tous ensemble pour que tout le monde se mette d'accord. Bernie Ecclestone, il savait trouver n'importe quelle solution à n'importe quel problème. Mais finalement, Ça est-ce que c'est manque pas de la leadership. solution pour l'avenir de la F1 ? Puisque Netflix là va arriver, aura peut-être des caméras un peu partout. Non, mais- Les audiences vont encore exploser. Ouais, on sera tous contents. attention, il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde Le où contenant est beau. Hein. le Le contenant est beau, hein, mais Oui. le contenu. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le contenant est plus intéressant que le contenu. Les amis, vous avez beaucoup parlé de l'engagement de la marque et peut-être pas assez, je pense, en tout cas, de l'engagement de ceux qui font le succès de Mercedes, à savoir Lewis Hamilton qui va avoir bientôt 34 ans, si je dis pas de 35, il a bêtises, déjà 35. 85. Toto Wolff qui se pose, on l'a vu, des questions. Moi, il y a une autre question sur laquelle je veux vous emmener, et peut-être que ça permettrait bien, à Mercedes d'être encore un petit peu plus aimé par les fans de Formule 1, c'est la question Bottas. Bottas qui a re-signé pour la saison prochaine en 2021, malgré les larges rumeurs Vettel. George Russell, le petit jeune, on va dire, de la firme Mercedes, qui va devoir patienter, lui, une année de plus pour rejoindre, il l'espère en tout cas, l'écurie Mercedes. Moi, quand même, Valtteri Bottas, je le sens déjà résigné presque à battre Hamilton. Alors, il avait dit que devenir champion du monde, c'était son rêve, etc. Bref, Ah bah. il pousse Hamilton, mais il ne le conteste pas. Il est derrière Verstappen, malgré sa W11. Et surtout, moi, la question sur laquelle j'ai envie de vous reposer, est-ce qu'il ne faudrait pas un deuxième gros calibre à côté de Lewis Hamilton pour que on revive peut-être un peu cette saison 2016 ou cette lutte entre 2014 et 2016 entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton, et où, quelque part, malgré le fait qu'il y ait une voiture qui domine, on s'amusait en Formule 1 à l'époque. Mais Valtteri Bottas, je pense qu'il a regardé les pistonnets il y a 2 semaines et il a vu Manu dire 30 points, c'est mort, c'est fini, le championnat il est mort. C'est pour Mais ça t'as pourquoi raison, il est regarde, résigné. c'est ce qu'il dit, c'est une immense déception ce qu'il disait hier à l'arrivée du Grand Prix. Une nouvelle fois, je vois mes espoirs au championnat s'envoler. Nous ne sommes qu'à l'arrivée de la 6e course de la saison. C'est terrible, terrible ce Non, mais, verbatim. alors, moi j'ai revu et ça m'a choqué. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'à Barcelone, c'était quoi? C'était la 5e Ouais, course en Ça 2016. avait été le tournant. 43 points d'avance pour Nico Rosberg sur Lewis Hamilton. Et il faut au moins ça pour essayer de Oui. finir côte à côte, on va Ouais. dire, sur la dernière course Et de la une saison Malaisie. face à Lewis Hamilton. Bien Et il y sûr. a eu la Et une Malaisie, Malaisie. effectivement. Bon, après, on parlera pas aussi de Vettel qui met Rosberg en tête à queue au premier virage. Oui, hein. oui. Bon, ça, c'est une course qu'il faut débriefer, course débrief classique. Les pistonnets Legends. Les pistonnets, nouveau format qui arrive. Non mais alors tout ça pour dire que effectivement, pour aller chercher Lewis Hamilton, il suffit pas de conduire bien, il suffit pas d'attendre d'avoir le DRS pour mettre un petit frein à Lance Stroll ou à Sergio Perez pour récupérer ta 3e place. Non, faut beaucoup plus, et c'est ce qu'est en train de faire Verstappen avec une voiture qui est moins bonne. Exactement. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible que le gars qui a la meilleure voiture du plateau, et de loin parce qu'ils mettent 7 dixièmes à tout le monde en qualif, et 7 dixièmes, c'est 7 années-lumière quand même, hein, faut Ouais, quand même clairement. se rendre compte de ça. Le gars fait P3. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Mais est-ce que. Il n'y a que Rosberg qui a réussi à titiller. Moi, je tu tiens- t'adresses à moi? Oui, effectivement. Parce Tu vois, que tu me je sais que regardes, n'aimes pas tu me- Nico Rosberg. Tu n'aimes pas Nico Rosberg. Mais Nico Rosberg, on peut lui trouver tous les défauts du monde, il n'y a aucun problème. Mais c'est le seul sur l'ère hybride qui a fait jeu égal avec Lewis Hamilton et qui l'a au moins une fois battu. Bien sûr. Et il faut un petit peu de chance pour pouvoir battre Lewis Et d'ailleurs, et j'ai trouvé un truc fou, il a quand même révélé que Bottas l'avait appelé pour des conseils. Quel genre d'aveu c'est quand t'es pilote de F1 Alors- et t'appelles Nico Rosberg? Ouais, comment t'as fait pour battre Lewis? Parce que moi, j'y arrive Non, pas vraiment, vraiment. c'est mature pour le On ne coup. connaît pas le contenu de la. On connaît pas le contenu Il lui a de la demandé des conversation. conseils pour battre Ah, mais- Lewis. Bah, faut lui rentrer, faut C'est ce que rentrer dans le Rosberg a mind dit. games, mais C'est ce que Rosberg a dit. Mais oui, non, mais alors c'est ce Faut qui lui rentrer manque dans à sa tête. Bottas. Après, lui manque- Rosberg, lui il manque peut aussi tellement retourner de sur choses. YouTube faire des vidéos. Ah mais attends, Rosberg serait présent sur les Grands Prix, on en Je reparlera dis un ça, autre je jour, dis ça, mais. Il fait plus de vues non, que nous, non, donc mais on a je vais pas trop le revenir. droit de critiquer. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit hier. J'ai regardé la séance d'essai libre 3, une petite parenthèse que je referme immédiatement, sur F1 TV Pro, et Rosberg en consultant, il est hyper franchement top. Peut-être expérience à renouveler. Mais attends, t'as vu la Tu question cherches un truc bien. T'as vu, Ouais, la voilà. question, Top, t'as vu la voilà. question qu'il a posée au pilote Ferrari ce week-end ou pas? Oui. Il disait en interview et il fait en tout cas c'est super de voir que vous entendez toujours bien. Il avait les deux mains. Frérot, c'est pas tout le monde fait pas comme toi et Lewis, hein, enfin, c'est bon. Pour en revenir à Bottas, Bottas, je continue sur la même ligne. Enfin, c'est ce que je disais déjà la saison dernière. Vous ne voulez peut-être pas l'enregistrer. Mais Valtteri Bottas, on lui a jamais demandé d'être Lewis Hamilton. On Non. ne lui a jamais demandé de jouer le Non, titre mondial. par contre, on va lui on demander- ne lui a Non, jamais Lui, demandé il l'a annoncé. ça, d'être Max Hamza, Verstappen. quand même. Lui, il on va- l'annonce. Il n'y a pas de problème, tu peux l'annoncer, mais si tu n'as pas je vais peut-être être dur, mais si tu n'as pas le niveau, entre guillemets, pour concurrencer sur l'ensemble d'une saison Lewis Hamilton, on va pas te demander d'aller concurrencer Ah, mais là, on Lewis parle d'un choix de Hamilton sur Mercedes, l'ensemble de ça. la La, saison. C'est la le choix problématique, même de c'est qu'on va lui Mercedes demander qui nous d'être deuxième au championnat, ce qu'il n'est pourquoi, pas. hein. pourquoi tu veux
Enfin, Mercedes gagne les championnats depuis le début Et de je crois l'ère que les Red Bull. gens aiment vraiment cette hégémonie Mais Mercedes. est-ce que Il n'y a pas de Mercedes- duel Ah entre les ouais, deux mais pilotes. Mercedes s'en C'est ça fout. le truc. Mercedes n'en a que faire de la. Ah, il y a quand même du marketing en jeu. Il y a quand même, tu vois, il y a Bottas des marque les choses. vents T'es en champion fait. du monde chaque année. Ouais, mais T'es est-ce que- champion du est-ce monde que- constructeur, t'es champion du monde pilote. Tu fais des saisons où t'enchaînes des 10 ou 15 victoires, enfin même plus, plutôt 15 que 10 victoires par saison en moyenne, peut-être même plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ok, moi aussi j'aimerais, on en parlait lors de l'émission numéro 1, numéro 2, moi j'aimerais avoir un Sébastien Vettel la saison prochaine chez Mercedes, un duo Vettel-Hamilton pour pourquoi pas revivre un Hamilton-Rosberg. Mais c'est pas l'intérêt de Mercedes. Mais Mercedes aujourd'hui va très bien. l'intérêt de la Formule 1, C'est se mettre en d'avoir mais un numéro 1, un l'intérêt numéro de la 2. Formule 1, c'est pas Mercedes qui doit régler les problèmes de la F1. Mercedes se parle concentre pas, sur mais- Mercedes et basta. Et Mercedes On- gagne comme ça et c'est très bien. je vais remplacer une ou pas? Vas-y. Bottas, au bout d'un moment, son boulot, c'est quand même d'être deuxième au championnat, on est bien d'accord. Il est P3 à l'heure actuelle. Là, il y a un problème. On C'est verra la fin de saison. c'est peut-être pas le boulot de Bottas de finir devant Hamilton. C'est vrai. Non mais c'est Par vrai. contre, il est derrière Verstappen qui a une bagnole qui est une seconde plus lente en qualif. Ok. Une seconde. Bon, Et en course, elle est beaucoup... t'exagères un petit peu, mais Oui, un petit peu. seconde, un tout petit peu. T'es allé dans le sud de la France. Oui. C'est pour ça. Non, Non, mais cette dixième, là, enfin, factuellement, ok, regarde effectivement, ça, 6 points d'avance. effectivement, il a 6 points de retard sur Verstappen. Ça fait que 6 courses. On se dirige, si on rajoute Istanbul et Jerez, on se dirige vers une Oh. saison peut-être à 17, 18 ou 19 Grands Prix. On en parle à la fin de la saison. Mais oui, oui. Mais franchement, c'est chaud. On referme bien sur ce. Un dernier point. Ah non, Excuse-moi. attends, on est à la bourre, Sur regarde. George Non, Russell. mais attends, ça fait une Sur heure que ça a George commencé. Russell, Non, dans une effectivement, prochaine ils auraient émission. pu donner la chance à George Russell parce que ça fait une année de trop chez Williams. Et vous êtes Ah ouais. tous bien sûr d'accord là-dessus. N'hésitez pas à commenter cette émission, bien évidemment, à donner pas votre le avis. Est-ce que l'hégémonie Mercedes commence un peu à vous saouler? Est-ce que l'hégémonie Mercedes serait proche de la fin? C'était une des questions sous-jacentes, bien sûr, qu'on vous posait. Allez, tout de suite, on joue. C'est le moment du quiz. Allez, le quiz, et c'est l'heure de jouer. Il me faut un champion. La coupe, elle est à ma droite, à la gauche de votre écran, bien sûr, sur le très beau bureau. On la voit pas, mais elle va réapparaître, bien évidemment. C'est Pierrot, le champion en titre, champion sortant de la semaine dernière. Et on commence tout de suite avec cette première question. Soyez bien concentrés, les amis. La question, elle va arriver et elle va concerner, Carlos Sainz sur 6 Grands Prix d'Espagne disputés en carrière. Quatre. Combien de fois? Quatre. Faux. Carlos Sainz a fini dans les points. 6. Il est là, un La point victoire finit en pour top 10. notre ami Alex. Passe Prochaine, tiens, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un qui a dit ça, et je vous ai du coup exhumé 2 citations en celle-ci. Ce Ah, qu'a dit je sais. Otmar est assez vrai, je ne suis pas un ingénieur, je connais pas les règles de la F1 de la première à la dernière page, mais depuis que je dirige mon équipe, je n'ai jamais eu de sanction Ah, ou une amende. Zach Brown. Zach Brown, exactement, le patron Bien joué. de McLaren qui répondait bien sûr à Otmar, soft Incroyable. normal. Il était Voilà, pilote en patron plus, Zach Brown. non de Racing Point. Autre citation, est-ce que vous pourrez la trouver? 2-0 pour Alex. Pour avoir travaillé avec Seb, je peux vous dire qu'il est du genre à trop s'impliquer. Peut-être par amour pour le sport ou par fierté, j'ai même pensé que c'était à cause de sa rigueur allemande. Mark Webber. C'est pas Mark Webber, Ricciardo. c'était Daniel Ricciardo, tout à Ah fait. ouais. 2-1, bien sûr, toujours en faveur d'Alex. Allez, je vous C'est avais bizarre. dit la semaine dernière que c'était la fin des rébus. Non, Et j'ai vu des commentaires qui me disaient mais non, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Brice Germain m'a appelé, m'a dit mais attends, j'étais pas là pour la dernière des rébus. Et donc là, cette fois-ci aujourd'hui, Ah, on enterre allez. enfin les rébus. On pourra pas en faire tout le C'est temps. ça, ouais. Et on attaque sur ce premier rébut très rapide, très facile, qui m'a beaucoup régalé. What? Est-ce que vous- Jackie Stewart. Jackie Oh, Stewart, bien il est là. joué. Un Je point me disais, pour c'est Jackie Pierrot. Kennedy. on l'aurait jamais eu. Jackie Kennedy. Ah ouais, Vous aurez bien Jackie sûr, Kennedy, bien mais sûr, évidemment. on va voir les classiques, reconnu. hein. Attention, celui-ci est un peu plus dur, mais ça va aller très très vite, je le sais. Oh, qu'il est beau mon polo. Schumacher. Michael Schumacher. Non, pas Michael Non. Schumacher. Ralph Schumacher. Ralph Ralph Schumacher. Schumacher, il est ici, Ralph Schumacher, Oh, bien bien joué. évidemment. Et voilà, donc 3 désormais heureusement qu'il y avait Alex, le polo. 1 et 0 On fait une passe pour D. Hamza. Concentrez-vous, celui-ci est très difficile, mais je sais que vous allez être très bon. Quoi? Lewis Hamilton. Non, c'est pas Lewis Non. Hamilton. Ouais, parce qu'il y a le tone. Jenson Button. C'est Jenson Button, oui, tout à fait. Pardon, je pensais à un excuse-moi. circuit. Jenson Button. Voilà, le tonne. Eh oui. Oh là là. Je tiens d'ailleurs à Excellent. signaler que c'est un dispositif médical. La- Cette photo a été prise aux États-Unis. de la Et Vous il y voyez a pas des de- mots de vous voyez pas de problème monétisation. là-dessus. Non, je ne veux pas qu'on ait de sanctions là-dessus. Il est fou, lui. On a donc enterré les rébus et ça a permis à notre ami Pierrot de se refaire la cerise. Il est désormais à 2 points
2 points aussi pour toi, Brice, il me semble, et Et 3 2. points pour Alex. L'énumération aujourd'hui, un record est tombé ce week-end, un record de Michael Schumacher. Vous savez, le nombre de podiums. Ça y est, Lewis Hamilton est passé devant Michael Schumacher. C'est lui qui a le plus grand nombre de podiums en carrière. La question que je voulais vous poser, qui sont les 10 pilotes derrière Lewis Hamilton et Michael Schumacher, eh bien, à compter le plus de podiums. À chaque fois que tu dis ça, tu foires. Hein. On va y aller ok. avec Alex Caldi, puisqu'il est en tête. Ah, je peux pas y aller tout seul. Bah, du coup, non, c'est l'énumération. ça non, ça s'appelle une énumération. du coup, Ouais, Tiens, je peux te prendre ton stylo vite fait. Mais toi, à cette place-là, si tu veux, du coup, Alex. tu as Prost en dessous de Schumacher. Alors, déjà, t'es très présomptueux. Je devrais te sanctionner. Ouais, clairement. T'arrives avec Élimination. énormément de Allez, frime parce que oui, Bah, il y a attends. Prost, mais il est pas en dessous de Schumacher. Ah Voilà. oui, il y en a un autre, il est allemand. Non, non, mais- Ouais, bah, il y a Sébastien Vettel. Allez, Voilà. Sébastien Vettel, c'est bon. 120 podiums, 106 pour Prost. Ayrton Senna. Ayrton Senna, en effet, qui apparaît à la 7e position avec 80 podiums. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, il est 5e. Il a plus de 100 Il est podiums. 5e Ah ouais. avec 103 podiums. Fernando. Fernando Alonso, Alonso. en effet, 6e, 97 podiums. Nico Rosberg Non. Oh, ça va l'air. Non, non. Je pense que c'est le Rick dernier. il était 12e, Ah ouais, en je effet, pense avec que c'est le dernier. 57 Bah, podiums. ah oui, oui, oui. Je pense que c'est le dernier. Nico Rosberg. Je tentais un, allez, Fangio. Et Fangio n'y est Ouais, pas. C'est peu de une Grand Prix, élimination, ouais. là. Peu de Grand Prix. Ouais. Bon, là. Mansell. Nigel Mansell, ça passe ric-rac aussi, 11e avec 59 podiums. Alex, Rubens Barrichello. Rubens Barrichello. Barrichello, en effet, beau, 8e, ça. 68 podiums. Ah ouais. Est-ce qu'on a dit Jensen Et il nous en Button manque 2. Non, Jensen, non, pas. Il en manque 2. Il en manque 2. Oh là là, et c'est sur moi que ça tombe comme d'habitude. Punaise, là, j'ai vraiment pas de chance. Hamilton, Schumacher. Je vais dire Jensen Button, mais. Élimination. Élimination de Pierrot. Brice. Raikkonen, Senna, Tête. Oh, mais non. Attends. Ah ouais, non. Attends, il y en a un qu'on a pas. Nelson Piquet. Nelson Piquet, en effet, 10e avec 59 podiums. Est-ce que tu as le dernier? Il en reste un du coup. Il en reste un seul. J'ai une idée, mais je suis pas sûr. Ouais, je me suis arrêté à. Je les connaissais par cœur, je croyais. Mais non, mais en fait, je connaissais par cœur jusqu'à Oui, bah oui. Ouais, mais là, Ouais. arrête Rubens d'annoncer. Barrichello. Elle est juste après Rubens Barrichello, ce garçon. Ah, putain, j'ai une idée. Attention, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vais L'heure dire Mika tourne. Hakkinen. Non, c'est pas Mika Hakkinen. Ah, dommage. Je tente Si tu l'as, tu Felipe gagnes. Massa. Non, c'est pas Felipe Non. Massa. Jackie Stewart Bah, je t'ai senti. Non, c'est pas Jackie Stewart. Je vais Ah si. Valtteri Bottas. En vrai Non, Tu mais tentes non. Valtteri Bottas. Ouais, vas-y. C'est faux. David Coulthard. Oui, il est là. Oh, mais je Et le grand vainqueur est ici. C'est Monsieur Brice Germain qui remporte bien sûr ce quiz aujourd'hui. David Coulthard, 62 podiums. C'est un peu la surprise de ce top 10 des podiums all-time. Je ne m'attendais pas à ce que David Coulthard soit aussi haut. Voilà pour le classement. Bien sûr, ça nous vient de la part de Stat F1, bien évidemment. Allez, les pronos. Vous le savez, il n'y a pas de Formule 1 le week-end prochain. Il faudra attendre la deuxième semaine et on sera du côté de Spa. Regardez un petit peu regardez un petit peu ces résultats. Je rappelle qu'Hamza a 2 bonus obligatoires encore à prendre, tout comme Alex. D'ailleurs, Alex, il nous fait une dinguerie chaque semaine depuis 2 semaines, il essaie de nous truquer. C'est-à-dire que je lui dis vainqueur et bonus, il ne répond que sur vainqueur. Attention, ça pourrait valoir une pénalité. Vos pronostics, les amis, ce serait quoi vos pronostics? Tiens, Brice. Je donne pas de bonus. Si, ouais, qu'est-ce qu'on... Bah oui, mais j'allais dire Stoffel Van Dorn dans le top 5, mais non. Non, par contre, Kimi Raikkonen, roi de Spa, tu peux tenter un Kimi Raikkonen dans les points. Et bien voilà. Voilà. Quel Il a pilote inventé Covid. le bonus et je l'aime beaucoup celui-ci. Et je le prendrai certainement pas. Allez, Lewis Hamilton vainqueur. Qu'est-ce que je te Lewis dis Hamilton Qu'est-ce que je te dis vainqueur. Raikkonen en Q2, ça peut être un bonus parce que dans les Ouais, points. Non, Raikkonen. Q2. Ah. Non, Ouais. non, mais si. Q2, Il a fait une seule presque Q2 cette facile. saison. Non, Raikkonen P13, au moins. Non, Q2, je garde le Q2, c'est très intéressant. Alors, je prends pas le bonus, c'est Hamilton vainqueur. Alors Q2, oui, par contre. Toi, tu prends le bonus Ouais. et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton sans bonus. Alex. On est à Spa, Verstappen vainqueur et Raikko en Q2. D'accord. Verstappen vainqueur aussi, mais Ah. sans le bonus. Eh bien, on aura l'occasion de suivre tout ça, les amis. Les pistonnés vont prendre une semaine de vacances, mais reviennent dans 15 jours pour, après le débrief. On sera d'ailleurs au tout début du mois de septembre, c'est complètement fou. Merci pour votre soutien tout au long de cet été. Continuez à commenter nos vidéos. Continuez aussi également à nous donner de la force avec vos likes, vos pouces verts et tout l'attirail que le net vous offre aujourd'hui. bleu. Excusez-moi, je suis un peu Daltonien, vieux, les bleu. amis. Voilà, et tout. On n'est pas tous connectés. Restez fidèles, bien sûr, à la First Team. Merci aux 2 Tom et Apollo en régie qui se sont levés très très tôt pour nous permettre d'enregistrer cette émission. Salut les amis et à dans 2 semaines cette fois-ci. Regarde.